yeah. I know it could be better there. Salut à tous, c'est Manu pour RCF1.fr. Aujourd'hui on va faire la review de la LM1 de chez Speed Passion. On va revenir un petit peu sur le contenu de la boîte quand on l'a reçu. Donc c'est un kit complet, enfin complet sans électronique, puisqu'il intègre en plus du châssis des pneus et la carrosserie ainsi que les stickers. On notera sur ce modèle que les pneus en fait sont pas standards hein, par rapport à ce qui se fait en F1. Ils sont beaucoup plus hauts. Mais on pourra quand même avoir des hexagones de 14 mm à l'arrière et des roulements de 10 par 5 à l'avant. Donc on pourra quand même utiliser des pneus de F1, par exemple F103 à l'arrière, F104 à l'avant. Mais bon, ça donnera une hauteur de caisse un peu bizarre. Avec les pneus, on peut quand même les trouver, donc c'est des pneus mousse qui sont trouvables sur le site de Speed Passion autour de 20 € la paire. Donc bon, c'est pas excessif, hein, ça fait quand même un jeu à 40 €, mais on arrive à trouver ce qu'il faut pour rouler. La carreau qui est livrée dans le kit, donc c'est une carreau Lexan qui est composée en 8 éléments qui sont à coller ou à visser, par exemple pour l'arrière, qui est assez complexe hein, quand même, il y a beaucoup de détails. Donc pour la peinture c'est pas super facile, c'est pas vraiment ce qu'il faut pour du débutant, mais pour quelqu'un qui aime vraiment les sports proto, on a ce qui se fait de plus fidèle actuellement sur le marché. Surtout bon, c'est quasiment une copie de l'Audi, on peut le dire. Donc la carreau, donc 8 éléments à coller, je sais pas si on voit bien. Ouais, si c'est pas mal. Donc c'est vraiment bon. Il y a des petits détails quand même. Il y a des petits points de faiblesse sur les angles à l'avant ici, qui sont un petit peu plus fins. Donc quand on roule, il faudra quand même faire attention. Bon, c'est vraiment une très belle carreau, mais bon, faudra, comme je vous dis, faire attention lors des roulages. C'est quand même un petit peu fragile, quoi. En ce qui concerne l'électronique qu'on peut monter dessus, donc Speed Passion nous a fourni avec le kit un moteur 17,5 tours avec un Speed Passion Reventon S, je crois, ouais c'est ça, c'est un Reventon S. C'est ce qui est utilisé officiellement hein, dans les courses aux États-Unis et en Asie notamment. Donc c'est du blinky mode, c'est-à-dire pas de timing. Et c'est plutôt ce qu'il faut, hein. Ça lui va très bien. L'adhérence correspond un petit peu à la puissance du moteur, donc on n'a pas trop de surprises. On va faire un petit point sur le montage du kit qu'on a pu faire. Donc l'essentiel du kit c'est un kit en résine en FRP, hein, le châssis, la platine supérieure, comment ça s'appelle, le pare-choc avant et le pod arrière, pardon. C'est du FRP. On n'a malheureusement pas beaucoup de pièces en aluminium ou en carbone, enfin en carbone aucune. Et en aluminium on a juste le support moteur côté couronne. Le côté c'est du plastique. Le côté c'est du FRP aussi pour le train avant et un train avant classique en plastique renforcé. Alors l'avantage de ce kit par rapport à tout ce plastique, c'est que il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles avec la SP1 de chez Speed Passion, les colonnettes, le pod alu. Donc on pourra pas mal l'upgrader. L'axe arrière c'est la même chose. Donc si on veut un petit peu upgrader la voiture, il y a de quoi faire. On en reparlera un petit peu plus tard. On va revenir d'abord sur le train avant. Donc on a pareil que sur la SP1, on a un réglage de train avant qui se fait par rotule. Alors c'est un petit peu le même défaut
que sur la Formule 1, c'est-à-dire que le serrage de la rotule se fait par une vis en plastique. Donc si on serre trop, on risque de l'abîmer et de déformer l'empreinte. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui tourne dans le rond, qui tourne à vide, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est la serrer, mais pas trop. Et pour éviter qu'elle se desserre, je conseillerais d'utiliser un petit peu de fin filet ou une colle super légère qui évitera ces petits soucis. Pour le réglage de la chasse ici, ces pièces-là, en fait, on a deux réglages de chasse possibles, 5 degrés ou 10 degrés. On pourra aussi régler la chasse avec des petites cales. Alors, on les voit sur l'avant du châssis. On pourra aussi régler la Kerman avec pareil des rondelles qui nous fera avancer ces petites rotules, avancer et reculer. Là j'en ai quasiment pas mis, on voit que la barre est droite, c'est pas mal, ça marche bien mal. Donc les tirants en plastique pour la direction ici. Chez Speed Passion ils font un kit alu, donc ça peut être intéressant de les remplacer. Bon, j'ai pas eu de soucis avec ceux en plastique, mais il y a un tout petit peu de jeu. Bon, c'est pas flagrant, mais bon, faut le savoir. Normalement, la direction est surmontée d'un amortisseur aluminium, enfin pas aluminium justement, en plastique à graisse que j'ai cassé moi au premier démontage. Donc là, pareil, on pourra utiliser l'option alu qui est fournie pour la SP1. Qui sera plus solide parce que vraiment la version plastique c'est vraiment trop fragile, donc ça casse au niveau du pas de vis. Mais franchement, enfin moi je trouve pour le train avant j'avais essayé avec et sans et j'ai pas noté de grosses différences pour cet amortisseur. Je suis pas sûr de l'efficacité qu'il peut avoir sur la tenue de route. On va aller un petit peu sur la partie centrale du châssis. Donc de la même manière on va retrouver le même amortisseur là que sur la SP1, c'est quasiment le même, c'est très bon amortissement, le ressort c'est ce qu'il faut aussi, donc dans un premier temps je pense pas utile de changer, c'est plutôt ce qu'il faut. Pareil pour les ressorts latéraux, se fournit dans le kit, vont très bien. Donc la platine, comme je vous l'ai dit, c'est du FRP. Alors le petit bémol, c'est les colonnettes ici. On a 6 colonnettes, donc on pourra, comme sur l'SP1, régler, suivant qu'on voit plus ou moins de flex sur le châssis, rajouter 6 vis ou 4 vis, ou visser de ce côté-là. Enfin, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire sur la surface sur laquelle on roule. Le petit défaut, le petit bémol, c'est que ces colonnettes sont en plastique, c'est pareil. On aurait aimé avoir un petit peu plus d'aluminium là-dessus, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, les colonnettes c'est pareil, de la SP1 ou même les colonnettes de Tamiya, ça ira, c'est du 35 mm de hauteur, avec des vis de 3 mm dedans, donc c'est plutôt standard. L'amortisseur, pareil, l'amortisseur à roulis, donc de roulis qu'on trouvera à l'arrière, qui est le même que celui de l'avant, donc très fragile. Je ne sais pas si on voit ici un petit peu, donc en plastique, et c'est pareil, c'est pas génial, on aurait préféré avoir quelque chose d'un peu plus costaud en aluminium, et bon, il faudra voir pour le changer. Et donc du côté, on va terminer par la transmission, pour le montage. Donc côté pote, je vous l'ai dit, une fixation en aluminium, alors qu'il est en plastique de l'autre côté. Et donc c'est pareil, un différentiel, alors le différentiel c'est le même que la SP1, donc c'est une couronne par défaut qui est en 48 dp avec 16 billes, c'est plutôt beaucoup de billes, mais c'est pas mal parce que du coup le diff est plutôt onctueux. Petit bémol aussi pour le montage de la couronne sur le kit que j'ai eu, la couronne en fait était trop serrée sur l'axe, ce qui fait que ça frottait beaucoup et ça donnait un diff trop dur. Donc il a fallu passer un petit peu l'intérieur de la couronne de papier de verre. Il ne manquait pas grand chose, ça devait jouer sur un dixième de millimètre, quelque chose comme ça, mais bon, ça suffisait à gêner un petit peu le diff. Alors c'est apparemment un problème, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient eu ce problème là, c'est un problème qui aura été réglé dans les kits suivants, donc à vérifier. L'axe arrière, donc c'est un axe en acier, donc
Donc c'est un peu plus lourd, mais c'est aussi un peu plus solide. Donc il y a les deux écoles, hein, soit l'axe l'axe acier, soit l'axe carbone. C'est pareil, l'axe carbone est disponible en option sur la SP1, donc il ira dessus sans souci. Moi je préfère forcément l'axe acier, d'une part donc c'est plus solide, mais aussi ça donne un petit peu plus de poids sur l'arrière, ce qui permet de gagner un petit peu en motricité. Bon, après on va voir si on préfère avoir une voiture facile à conduire ou une voiture rapide. C'est sûr que ça fait des masses en rotation un petit peu plus élevées, mais bon, je trouve ça plus sympa. Le réglage bien sûr de la hauteur de caisse, c'est comme sur la plupart des châssis direct drive, c'est des excentriques. Donc on aura plusieurs cales ici, et ici qui viendront permettre de régler la hauteur de caisse. Alors sur les réglages, donc je suis resté sur quelque chose d'assez simple, hein. On est resté sur 5 mm de garde au sol à l'avant, 5,5 à l'arrière. Donc je vous l'ai dit, les 5 degrés de chasse sur l'avant, 1,5 degré de carrossage ici. Et donc toutes les huiles et graisses contenues dans le kit, et mis à part que j'ai mis donc de la 30 000 pour le latéral ici, pour avoir quelque chose d'assez quand même d'assez dur. Bon, parce que je roule sur moquette, donc après avoir sur piste asphalte, il faudra sûrement descendre un petit peu sur de la 20 000 ou de la 10 000. Et donc ça va nous emmener directement aux essais ce qu'on a pu faire sur piste. Donc le 17.5, on est dans les chronos un petit peu plus rapide que les fins en 21.5, on est de l'ordre d'une seconde plus rapide, et un petit peu moins rapide que des pancars avec la même moteur en 17.5. Donc en gros, on est sur du châssis loisir avancé, on n'est pas tout à fait sur du châssis compétitif. Mais bon, c'est quand même un châssis qui permettra de se faire plaisir. Et donc on va voir sur les essais qu'on a fait. Donc en indoor, avec ou sans traitement sur les pneus mousse, on a à peu près une seconde d'écart entre le temps au tour, sur un tour de 15-16 secondes, quoi, grosso modo. Donc traitement indoor pour pneus mousse à privilégier. On revient un petit peu sur le comportement de la voiture. Donc c'est quand même une voiture qui a un petit peu d'inertie, parce que le poids de la carrosserie est quand même assez haut, hein, comme je vous l'ai dit, il y a 8 éléments qui sont collés dessus et vissés. Donc ça donne un tout petit peu d'inertie. La hauteur des pneus aussi, hein, on voit quand même, c'est quand même des roues qui sont assez imposantes. Ça pareil, ça donne un petit peu plus d'inertie à la voiture. Alors c'est pas forcément des avantages, donc ça réagit très bien dans les grandes courbes, mais c'est un petit peu plus délicat sur les changements d'appui rapides. Bon, c'est pas franchement dérangeant. On a aussi fait des essais en extérieur, donc sur piste d'asphalte. Ce qu'on a pu noter, donc mis à part, on arrive un petit peu sur les mêmes conclusions, c'est-à-dire que les pneus mousse donnent un petit peu aussi d'inertie à la voiture. Il n'y a pas trop d'usure, hein, même sur l'asphalte, les pneus sont quand même assez durs, donc ça tient bien. Le petit point faible, à mon avis, c'est quand on roule à l'extérieur, c'est la carrosserie, puisque sur la seule faute que j'ai faite en conduisant l'essai, j'ai cassé l'aileron arrière, donc le Lexan a cassé directement, donc c'est pas trop fait pour absorber les chocs. Et d'ailleurs c'est pareil pour l'avant, on peut dire qu'ils auraient pu aussi mettre une petite mousse, ça n'aurait pas été plus. Bon, c'est comme ça. Donc du coup j'ai cassé l'aileron arrière, et sans aileron la voiture c'est inconduisible, donc l'arrière ne suffit pas. Et du coup, soit on le répare avec du Lexan qu'on fait à la main, soit il faut carrément changer de carrosserie, parce que les infos ne se vendent pas. Il faut le savoir. Donc on va, bon c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur les essais externes.
général, bon, c'est un kit qui est vendu autour de 200 $. Hein. Donc à ce prix-là, on peut s'attendre quand même un petit peu plus d'options. Notamment on regrettera le FRP sur les parties qui pourraient être mises en carbone. Pareil pour le support d'alu. Et un petit peu plus d'aluminium. Mais bon, on a un petit peu aussi, on pourra regretter aussi le choix des tailles de pneus qui sont un peu propriétaires. Alors c'est un avantage et un inconvénient, mais bon, si on veut rouler beaucoup, il faudra quand même investir un petit peu dans du pneu, donc ça fait 40 $ le train, c'est à prendre en compte. Le gros avantage, comme je vous l'ai dit, c'est les options qui sont disponibles pour la SP1 sont compatibles pour cette LM1, et puis mais forcément la carrosserie. Alors les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire que c'est vraiment une très belle carrosserie, très détaillée. Quand on la voit rouler sur piste, c'est franchement magique, quoi. On a l'impression de voir une vraie proto, un vrai proto rouler sur piste. Donc pour moi, je dirais que si vous êtes amoureux de sport proto, si vous êtes fan du Le Mans, c'est l'un des kits les plus réussis du marché, sans conteste. Voilà. En gros, ce qu'on pouvait dire sur la LM1. Donc je voulais remercier pour cet essai Speed Passion qui nous a fourni ce kit gracieusement, ainsi que l'électronique. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, et puis bien sûr sur notre site rcf1.fr, et je vous dis à bientôt pour un autre essai. Salut!